Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé tout spécialement dans le cadre de la semaine de la dénutrition. Nous sommes aujourd'hui à Lyon au sein de la maison Tête d'Oie et nous accueillons Monique Girard qui est directrice médicale et référente gériatrie au sein des établissements Colisée France ainsi que bien évidemment Christian Tête d'Oie. Et nous sommes ravis de pouvoir présenter notre webinaire dans ce lieu qui est tout à fait parfait pour le thème du manger beau, manger bon, manger soin pour lutter contre la dénutrition. Et on va mettre quelques pétales de fleurs. Tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous y répondrons avec plaisir. Bon visionnage! Allez, action, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Christian Tête d'Oie, restaurateur à Lyon et je m'intéresse depuis de nombreuses années à l'alimentation santé en hôpital mais aussi en EHPAD. Et je vais laisser à Monique le soin de se présenter et de nous rappeler le thème de ce webinaire. Merci Christian, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Monique Girard, je suis médecin gériatre. Actuellement, je suis directrice médicale du groupe Colisée France et expert en gériatrie. Notre sujet du jour va concerner le manger beau, le manger bon et le manger soin. Un beau programme. Nos résidents sont très hétérogènes sur le plan de l'appétit. Déjà, en gériatrie, on peut avoir des petits mangeurs, mais des petits mangeurs qui l'ont été toute leur vie et qui, à l'âge avancé, le restent. Mais je pense que ces petits mangeurs, il faut continuer à les stimuler. À l'inverse, on a des personnes qui sont de bons mangeurs avec le goût en arrière-plan de leur appétit. Et ça aussi, il faut le conserver jusqu'au bout. Donc, ils ont envie de se régaler. Ils ont envie de se régaler, de prendre du plaisir à manger. En plus, le temps du repas, bien sûr, c'est un temps qui est très attendu en EHPAD. Ça rythme la journée des résidents. Et puis, il y a cet aspect social, cet aspect un peu comme si on reconstituait une famille autour d'une table. Et ça, c'est très important aussi à conserver et à prendre en compte. Et alors, une journée type, donc c'est petit déjeuner à 7h le matin. Alors le petit déjeuner, il n'est pas forcément à 7h du matin, il est un petit peu dans le rythme du résident, de la personne. On a des petits mangeurs, des gros mangeurs, mais on a des petits dormeurs et des gros dormeurs également. Donc le réveil peut être un petit peu échelonné par le rythme du résident, mais également par le rythme du travail des soignants. Et donc ce petit déjeuner, il peut s'échelonner de 7h30 jusqu'à vers 8h30. Bien sûr, il faut essayer de prendre en compte la longueur du jeûne, puisque le repas du soir, souvent, pour des contraintes organisationnelles, il est souvent des horaires du personnel notamment. Tôt, voilà. Mais souvent, ce qu'on remarque également, c'est que les personnes âgées mangent tôt également. On parlait de ce rythme de vie. Tu demandais les séquences de la journée du résident. Donc il y a le petit déjeuner, le repas de midi qui est très attendu. Je pense qu'il peut y avoir la queue d'attente dans tes restaurants et chez nous il peut y avoir une queue d'attente dans les salles à manger. Et puis ensuite on a une collation, un goûter. Là aussi ça peut être un goûter fait sur place qui va stimuler également l'appétit, la convivialité, la joie. On peut exprimer ça comme ça également, de se retrouver. Et puis le repas du soir. Ouais. Le sucré marche toujours l'après-midi. C'est quelque chose qu'ils attendent aussi avec beaucoup d'impatience. Et c'est vrai que moi qui vais régulièrement dans les EHPAD, ils ne sont jamais en retard pour les repas. On voit la queue un petit peu des fauteuils roulants ou des gens qui arrivent en marchant très doucement, mais ils ne sont pas en retard pour s'installer. Ce sont des moments très attendus.
Le mixé est une grande question qui est très débattue actuellement et je trouve que c'est une bonne chose parce que on a instauré, à mon avis, trop de mixés d'emblée. Dès qu'une personne tout sauté au repas ou... Est-ce qu'on peut dire un peu par sécurité, par peur de fausses routes, donc on les met systématiquement au mixé? Exactement. Il y a beaucoup de craintes et je conçois l'angoisse des personnels. L'angoisse du personnel de provoquer une fausse route et donc on a effectivement trop de mixés. Je pense que l'attitude actuelle, c'est d'essayer de remettre en question, de réévaluer. Alors on n'a pas beaucoup d'orthophonistes qui interviennent dans nos établissements, c'est dommage. Ce serait, enfin, si je dois lancer un petit appel du pied, c'est bien celui-ci. Orthophonistes, intéressez-vous à la déglutition chez nos résidents en EHPAD. Donc c'est vrai par sécurité, mais c'est un terme un peu galvaudé. On a ces mixés. Les manger-mains, ce sont des... Alors, tu peux l'expliquer peut-être encore mieux que moi, mais ce sont des textures qui sont très particulières, très, à mon sens, un peu complexes à réaliser. Et donc, on essaie d'en instaurer. On a des résidences chez Colisée où les chefs et les personnels de cuisine confectionnent du manger-main et ça marche, et ça fait plaisir. Ouais. C'est pour ça que les produits, pour le coup, de Nutrisens sont importants parce que la mise au point qui a été faite permet à la fois d'avoir un mets solide, mais qui fond dans la bouche après derrière. Et ça, c'est quand même difficile de le réaliser sans ces produits-là. Tout à fait. C'est un plus d'avoir des produits qui nous permettent, qui permettent aux chefs de confectionner ces textures. C'est comme tous les autres muscles du corps, hein, ça s'entraîne et les muscles masticatoires, lorsqu'ils sont plus utilisés, ils fondent. Et donc, c'est un cercle vicieux. Si je mâche plus, mes muscles masticatoires fondent et je ne mâcherai plus. Et donc, on retombe dans l'histoire du mixé ou du haché. Donc, du coup, maintenant, on est plutôt sur le haché gros, hein, avant de passer au mixé fin. C'est ça. C'est ça. Mais on sait qu'une personne qui mange en mixé ou en haché mange moins en quantité. Donc c'est vrai qu'on prend l'habitude, lorsque ces textures sont réellement indiquées, réévaluées et indiquées médicalement, on prend l'habitude d'enrichir ces textures. C'est là que je voulais vous emmener. Ouais. J'y suis arrivée. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce qu'effectivement, comme tu disais très justement tout à l'heure, les gens ont tendance à manger moins. Donc il faut que dans une portion relativement petite, on arrive à leur donner le maximum de nutriments pour qu'ils puissent quand même maintenir leur musculature et qu'il n'y ait pas de perte de poids, etc. Parce qu'on sait bien que la dénutrition commence assez rapidement si les gens ne mangent pas suffisamment. Tout à fait. Et l'enrichissement, il passe à la fois par l'enrichissement des nutriments, comme tu l'as dit, mais également des protéines. Et là, très souvent, on fait appel aux produits de Nutrisens à Forte-et-Au-Caire parce que c'est un produit qui est nécessaire, utile, qui donne de bons résultats. Et puis l'enrichissement, il est également un enrichissement énergétique. Donc, chez la personne âgée, l'enrichissement protéique et l'enrichissement énergétique vont de pair pour lutter contre la dénutrition. Alors, quels sont les sens les plus touchés par l'âge et quelles pathologies? Alors, c'est vrai qu'en gériatrie, on a une sénescence, un vieillissement de certaines fonctions. Donc effectivement, la fonction visuelle, tu en parleras peut-être tout à l'heure sur la présentation des plats qui a vraiment beaucoup d'importance dans l'alimentation de la personne âgée. Donc au niveau visuel, on a des pathologies, mais également un vieillissement de la fonction visuelle. L'odorat, de la même façon, il y a une diminution des capteurs, ou en tout cas de leur fonctionnalité.
de la même façon au niveau du goût, et ça, voilà, tu es très très bien placé pour en parler, et c'est là qu'on joue, enfin en tout cas que vous, les chefs, vous jouez sur des subtilités. D'ailleurs, c'est de la magie, ça, pour moi. Oui, oui, oui. Donc c'est vrai que là, c'est un gros travail qu'on a fait justement avec Nutrisens, avec le chef Laurent, de rehausser les curseurs un petit peu de concentration des goûts, de façon à apporter davantage justement de saveur pour les gens qui sont en perte de goût. Pour l'odorat, c'est plus compliqué, hein, même si on essaye quand même effectivement de faire des plats assez odorants, c'est quand même assez compliqué d'augmenter cette partie-là, parce que du coup, les gens, quand même, quand ils ont perdu l'odorat, c'est quand même très difficile de leur redonner. Mais au niveau du goût, on arrive des fois à leur faire ressentir les choses, pas forcément avec le nez, mais il y a une petite relation quand même entre la bouche et le nez, donc du coup, ça leur redonne un peu de plaisir. Et on travaille beaucoup justement sur cette notion de plaisir, et ça, je crois que vous, aussi dans le groupe, vous êtes très attaché à ça, parce que du coup, comme le repas est un moment très important, et on a aussi la pression un peu des familles qui sont quand même très attentives à ce que l'on sert. Et on a une clientèle aussi qui, on peut dire que tous les résidents qui sont aujourd'hui en EHPAD ont eu la chance quand même de vivre à une époque où on a bien mangé, où on avait des bons produits. Donc ils ont une exigence assez importante, hein, quand même. En tout cas, ce que je peux dire également sur ces sens, Oui. c'est que de la même façon qu'on va stimuler les souvenirs, faire ce qu'on appelle la réminiscence, c'est-à-dire faire remonter les bons souvenirs pour cette sensation justement de plaisir, de bien-être. Au niveau de l'alimentation, c'est également le cas. Très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux résidents quels ont été les plats familiaux avec lesquels on se retrouvait le dimanche en famille, les plats que certaines personnes ont aimé confectionner. On a des personnes qui nous disent avoir adoré régaler la famille, les amis avec des plats. Et donc c'est aussi une stimulation de tous ces sens que de se remémorer les goûts, les odeurs, les saveurs, hein, la fameuse Madeleine de Proust qu'on connaît tous. Oui, c'est un peu une façon de les reconnecter un peu avec leurs souvenirs, et ça c'est extrêmement important. Effectivement, on a essayé des fois de faire des plats un petit peu plus modernes, avec de la subtilité sucré, salé, etc. Mais ça, ils en veulent pas. Oui, non, c'est pas du tout leur goût. Ça prend pas vraiment. Voilà. Et par contre, si on fait un bon bœuf bourguignon bien mijoté, là, ils vont retrouver tout de suite des souvenirs. Des souvenirs. Chez Nutrisens, ils ont mis au point un produit qui permet de faire du pain. Ça a vraiment le goût de pain, sans avoir toute la difficulté que ça peut procurer pour justement déglutir. Et donc il y a plein de gens qui n'arrivent plus à déglutir, qui grâce à ce produit arrivent à retrouver le goût du pain. Et on a vu sur les premiers essais l'émotion que ça pouvait créer aux gens qui n'avaient pas pu manger de pain depuis des semaines, voire des mois, de retrouver ce goût de pain en bouche sans en avoir les difficultés pour le mastiquer et l'avaler. C'était vraiment très touchant. Oui. Ce qui est important dans les EHPAD, c'est la commission menu. Et vraiment, comme tu disais tout à l'heure, voilà, les familles, les résidents, les salariés également, les collaborateurs, hein, qui parfois aident le résident à manger, voient ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas. Moi, je suis toujours en admiration devant nos aides-soignantes qui, au bout de très peu de temps,
savent très bien ce qu'un résident aime, n'aime pas, son appétit, si c'est un gros mangeur, un petit mangeur, voilà, ou si c'est le petit déjeuner qui marche le mieux chez cette personne, ou plutôt le repas de midi. Et ça, c'est fondamental pour une bonne alimentation, c'est connaître les goûts, connaître les appétences, connaître les habitudes. Est-ce qu'on pourrait travailler demain sur la possibilité de les nourrir un petit peu autrement, c'est-à-dire de séquencer un petit peu l'alimentation comme on pourrait le faire pour un enfant en bas âge, parce que moi je me rends compte en visitant et en cuisinant pour les EHPAD qu'au bout souvent d'une entrée, la personne a déjà plus faim, quoi. Et par contre, elle va peut-être réclamer 1h30 après. Oui. Et ça, c'est compliqué à mettre en place parce que du coup, avec les contraintes d'horaire des personnels, c'est pas évident d'avoir toujours quelqu'un à disposition pour pouvoir servir. Tout à fait. Et alors, c'est une bonne suggestion. Et c'est vrai que dans les EHPAD où on essaie de coller au rythme de la personne, c'est une excellente piste, hein, d'avoir plutôt cet apport séquencé, comme tu le disais, plutôt que les grands repas. Ça se discute parce que c'est aussi des grands moments, on va dire, de réunion. Concernant le plus fin au bout de l'entrée, moi j'ai vraiment une analyse, vous savez, les personnes qui sont dans les EHPAD savent qu'il y a un grammage à respecter. Alors attention, moi je dis, ce grammage à respecter, ce sont des recommandations. Je pense qu'il faut être au plus près de l'appétit du résident. C'est pas une obligation de de remplir l'assiette. Qui finit à la poubelle après derrière. Exactement. Ouais. Donc non seulement on va s'enquérir du goût, des habitudes alimentaires, des préférences des personnes, mais il faut également, ça revient à ce qu'on disait au début sur le petit appétit et le gros appétit, il faut aussi s'enquérir de quelle quantité on va mettre dans l'assiette. Et moi, je conseille toujours aux soignants de resservir plutôt que de donner une grosse assiette. Parce que c'est vrai que chez quelqu'un qui est un petit mangeur, qui a un petit appétit, de voir arriver un plat énorme, quelque part, il y a un blocage d'arriver. On ne se rend pas compte de l'effort que c'est pour certaines personnes de manger. J'ai vu des gens transpirer à force de faire des efforts pour manger, parce que elles avaient de moins en moins de capacité à le faire, donc du coup elles faisaient vraiment un effort considérable, et donc du coup elles en prenaient chaud, quoi, parce que c'était un véritable c'est tout à fait vrai. Ouais, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Pour certains, c'est un effort de manger, ne serait-ce que de rester assis à table. Ou assis même dans son fauteuil devant la télé, avec d'autres personnes, ça coûte beaucoup d'efforts à certaines personnes. Et effectivement, le moment du repas, il ne faut pas qu'il soit très long. Et puis, il y a ces personnes qui ont parfois des troubles du comportement, dans un contexte de troubles cognitifs, et qui n'ont pas la capacité de rester assis longtemps. Ce sont ces personnes dont on dit qu'elles sont déambulantes. Et moi, j'ai vu des soignantes, justement, par rapport au manger-main ou à manger des petites portions. J'ai vu des soignantes déambuler, leur courir après. courir après pour qu'au moins on ait quelques petits sandwichs, quelques petites bouchées
à manger lors de la déambulation. J'ai vu des soignantes qui faisaient aussi des plateaux, comme un espèce de plateau repas, au lieu de servir au fur et à mesure l'entrée, le plat, le fromage, le dessert. Mettre tout dans le plateau, parce que la personne va picorer, peu importe, c'est pas grave que la personne... L'important, c'est qu'elle se subtente. Exactement, qu'elle prenne un morceau de fromage et puis qu'elle prenne un petit peu de carotte de l'entrée, c'est pas grave. Du moment qu'elle, effectivement, comme tu dis, qu'elle mange un petit peu et qu'elle apporte des calories et des nutriments, c'est important. Je pense qu'il faut varier, il faut conserver une alimentation variée, équilibrée, mais variée avec des produits, surtout des produits frais. Alors, je conçois qu'il y ait des problématiques économiques là-dessous, mais le fait de varier les aliments donne des stimulations, entretiennent ces stimulations, entretiennent ces fonctions. Voilà. Donc le conseil, c'est d'essayer vraiment de varier les saveurs, de varier, faire en sorte que la personne soit surprise, mais en même temps qu'elle rattache ses sensations à un vécu plaisir. Tu parlais du plaisir dans l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de très très important et je dirais même très important chez la personne âgée, jusqu'au bout. Nous qui qui accompagnons les fins de vie chez les personnes très âgées ou polypathologiques en EHPAD, on se rend compte que c'est un sens, notamment le goût, c'est un sens qui peut perdurer jusqu'au bout et donner ces sensations de plaisir. Je peux évoquer un souvenir que j'ai sur un accompagnement d'une personne qui était propriétaire d'un domaine viticole et qui produisait son propre vin. C'était une personne en fin de vie qui ne parlait plus, mais son époux nous a amené son vin et le simple fait d'avoir une goutte sur la langue, on a vu son regard qui s'est illuminé une fraction de seconde et ça, pour ses proches, c'est un moment inoubliable, c'est un moment fabuleux. Et c'est vraiment cette manifestation du plaisir gustatif qui est très très important et qu'il faut rechercher, qu'il faut continuer d'accompagner jusqu'au terme de la vie. Moi qui vais régulièrement dans les EHPAD, un jour donc je prends envie de leur faire goûter ma nouvelle soupe à l'oignon que je fais dans un oignon qui est assez gros, creusé, mais c'est vrai que je laisse donc les épluchures autour pour que ça tienne bien l'oignon, pour pas qu'il s'éclate à la cuisson. Et donc on sert tous les résidents, il y en avait à peu près une centaine, et puis j'ai une dame qui m'interpelle et me dit « Dis donc chef, si vous n'aviez pas le temps d'éplucher les oignons ce matin, il fallait m'appeler, je vous aurais aidé. » Et donc j'ai trouvé ça trop mignon, et c'est vrai qu'ils sont assez cash quand même, vous devez tu dois le vivre assez souvent, et il y en a qui sont encore très vivants et qui n'envoient pas dire ce qu'ils ont à dire. Ah oui, mais c'est ça qui fait aussi la beauté de notre métier et de cet accompagnement. On vit avec des personnes qui manifestent leur plaisir ou leur déplaisir d'une façon très spontanée et c'est très... je trouve que c'est la vie, c'est bien, et c'est la vie jusqu'au bout, c'est très très important. Et effectivement, ces moments de repas sont des moments de joie. Oui. Et même dès qu'on leur énonce, on leur fait lire le menu, c'est aussi des moments de joie. On a l'impression que ça fait un peu saliver quand on leur annonce le menu du jour. Alors, je suis allé dans un EHPAD du côté de Toulouse. La directrice était une femme extraordinaire et elle a voulu leur faire un menu dégustation. Donc ça n'a pas été... et en fait, elle leur avait choisi un verre de vin à chaque plat.
Ah bah, ils ont bien dormi l'après-midi. Hein. Alors, dans un premier temps, on a mis en place ce qu'on a appelé le double choix dans les établissements Colisée. C'est-à-dire que on a parlé du goût, de l'appétence, des habitudes des résidents, des habitudes alimentaires et culinaires des résidents. Donc on a instauré dans nos repas un choix différent de 2 menus, notamment au niveau de la protéine, de façon à ce que si j'aime pas le bœuf, je peux avoir un peu de poisson, voilà. Donc ça, c'est une première mesure qui me semble très intéressante parce que ça donne un peu cet aspect carte et non pas menu imposé. Donc ça peut aider aussi à dire tiens, c'est pas parce qu'il y a du bœuf aujourd'hui que je vais pas manger du tout. Je vais être obligé d'en manger ou pas du tout. Voilà, ou pas du tout, je vais être obligé d'en manger ou pas du tout parce que j'ai un autre choix. Ce qu'on essaie de privilégier également dans nos cuisines, parce que dans tous les établissements Colisée, la cuisine est faite sur place, avec enrichissement ou sans enrichissement, mais en tout cas, tout est fait sur place. Et on essaie de privilégier les produits frais et les produits locaux. Bio quand c'est possible, mais frais et local, ça c'est aussi très très important. Et d'une, parce que on peut confectionner des plats qui sont locaux. On a 163 établissements qui sont répartis sur toute la France, et donc il est bien naturel que celui qui est tout à fait dans le Nord n'a pas les mêmes habitudes que celui qui est en Provence. Et puis on sait bien que notamment sur les légumes et les fruits, les valeurs nutritionnelles des produits ne sont pas éternelles et que plus ça traîne dans les frigos, plus elles perdent de valeurs nutritives. Exactement. Donc plus on travaille en circuit court, mieux c'est. C'est ça. Et donc, à part ces mesures que nous avons vraiment instaurées sur nos établissements, il y a ensuite vraiment le repérage des personnes qui sont à risque de dénutrition ou déjà dénutries. On sait qu'à peu près 30% des personnes âgées qui entrent en EHPAD sont déjà dénutries. Alors certaines vont l'être à un point tel qu'il n'y aura pas forcément de retour en arrière, mais notre rôle, c'est d'essayer de stabiliser cette descente. C'est ça. Cette descente, cet état de dénutrition. Parce que ce qu'on peut rappeler aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'on peut être obèse et pour autant dénutri. Tout à fait. Et la dénutrition, alors c'est sûr que la Haute Autorité de Santé a défini des critères de diagnostic en 2021, ce sont les derniers critères diagnostiques, et notamment un critère de mesure de la masse et de la force musculaire. Voilà. Et donc on peut avoir une obésité, une IMC élevée, mais quand même être dénutri. Pour autant dénutri. Donc c'est vrai que ce repérage de la dénutrition ou du risque de dénutrition est majeur dès l'entrée en établissement. Et là, moi je considère que le chef, au même titre que l'équipe soins, doivent travailler ensemble. Complètement d'accord. C'est un aliment qui est très très intéressant, la légumineuse, et notamment chez les personnes âgées diabétiques, où on n'a pas vraiment la même prise en soin du diabète de la personne âgée et du diabète de la personne jeune. Cet aliment, les légumineuses ont beaucoup d'intérêt
nutritionnels. Je pense que toi, dans tes menus, tu les as valorisés, utilisés. Oui, je considère qu'effectivement, c'est un apport en protéines végétales très intéressant. Et il faut bien savoir les travailler et souvent les coupler avec une autre protéine. Hein, mais ça fonctionne très bien. Parce que, bon, il est quand même assez prouvé que les protéines végétales sont moins bien fixées par l'organisme que les protéines animales. Donc c'est bien de mettre un petit peu les deux ensemble, quoi. Tout à fait. D'autant plus que les protéines animales contiennent les 9 acides aminés essentiels. Donc ce sont des protéines assez complètes, alors que les protéines végétales ne contiennent pas forcément l'ensemble de ces acides aminés essentiels. Donc c'est vrai que combiner les deux, c'est très important. Cependant, ce que nous faisons également au sein de nos établissements, c'est que nous avons intégré 1 ou 2 fois par semaine des menus végétariens, de façon à aussi satisfaire les personnes qui sont beaucoup plus tentées par les légumes, par les légumineuses, par le végétarien que les autres. Ouais. Alors, on a toujours un petit peu cette réticence de dire « Oh là, je vais manger des haricots, je vais avoir mal au ventre, etc. » Et c'est vrai que souvent les gens ne savent pas travailler ces légumineuses qui peuvent donner effectivement des gaz un petit peu. Et par contre, quand c'est fait comme il faut, ça ne donne pas de gaz. C'est ça. Je sais que vous avez des techniques culinaires, les chefs, vous avez des techniques pour diminuer ces inconvénients. Et ça, c'est très, très utile. Ils sont sensibles, hein, les personnes du grand âge, ils sont sensibles. Oui, tout à fait. Concernant le traitement à proprement parler de la dénutrition, donc c'est vrai que nous avons élaboré une politique. Alors c'est pas un joli mot, le politique, mais en tout cas une façon de prendre en soin cette dénutrition. D'abord, c'est l'enrichissement alimentaire. C'est le premier pas, on va dire, pour renutrir une personne, c'est d'enrichir l'alimentation naturellement. Voilà. Ça, c'est... Donc, on le fera tout à l'heure en cuisine, mais c'est vrai que là, on parle d'une cuisine un peu généreuse en matière grasse, hein, donc la crème, le lait, le fromage, qui vient justement enrichir considérablement quand même nos préparations, et c'est extrêmement important parce que, comme on a déjà dit plusieurs fois, les gens ont tendance à plutôt moins manger. Alors, il y en a qui ont un bon appétit, mais bon, on va dire qu'il y a une majorité quand même de personnes qui mangent assez petitement. J'aime bien ces deux termes, enrichissement et généreux. C'est vraiment ce qu'on recherche lorsqu'on va essayer de on ne va pas se mentir, au niveau du goût, c'est bon, quoi. La crème, le beurre, les fromages. Bon, généreux, enrichi, ce sont des termes très positifs, mais également très satisfaisants. Oui. Et donc, je disais tout à l'heure qu'on a parfois des personnes qui arrivent en EHPAD avec une dénutrition avérée, et lorsqu'on essaie de prendre en charge cette dénutrition, donc il y a cet enrichissement naturel alimentaire, mais également l'étape supplémentaire, c'est d'enrichir en protéines, et notamment, nous on est des utilisateurs de Forte-Eau-Care, on est des utilisateurs des produits Nutrisens, pour apporter ce plus, pour booster un petit peu ce plus de protéines ou de compléments nutritionnels oraux. De la même façon que les mixés ne sont pas des textures qu'il faut utiliser à vie, les compléments nutritionnels oraux nous servent parfois sur une période, à booster cet état de santé global, pas forcément uniquement que la nutrition, cet état de santé, puisqu'on agit sur l'immunologie, on agit sur les muscles, on agit sur la globalité de la santé de la personne. Ça peut être sur une période, le temps de récupérer un niveau nutritionnel et un niveau de santé suffisant pour
reprendre ensuite une alimentation plus naturelle ou uniquement enrichie en protéines, et notamment en poudre de protéines. Est-ce qu'il y a un type de personne qu'on pourrait reconnaître dans la vie de tous les jours et qui glisse vers la dénutrition par solitude? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite là-dessus? Qu'est-ce qui fait que les gens, souvent, ont tendance à dire ah mais de toute façon j'ai pas faim, ah mais non je vais grossir. Et c'est vrai que quand on avance dans l'âge, on a souvent ces réflexions alors que on pourrait penser qu'ils n'ont plus qu'une envie, c'est de vivre et de se faire plaisir, mais non, ils restent tout le temps quand même dans une espèce de schéma assez réducteur. Oui, et ça me fait penser, effectivement, donc ça c'est toute une formation, c'est toute une acculturation qu'on fait notamment auprès des auxiliaires de vie, des intervenants au domicile des personnes âgées. Mais c'est ce repérage lorsque le frigo reste plein, lorsque la personne ne veut plus sortir pour faire ses courses, ou ne veut plus, ne souhaite plus confectionner un repas. Combien de personnes on voit qui ouvrent une boîte de conserve de raviolis et qui mangent voilà. Sans même faire chauffer. Sans même faire chauffer. Donc il y a vraiment cette solitude, cet isolement, c'est un facteur de dénutrition, je vais dire. Parce qu'on prend plus plaisir à sortir, faire ses courses, à imaginer qu'est-ce qu'on va manger à midi, qu'est-ce que je vais confectionner comme plat. On n'arrive plus à sortir de cet enfermement dû à l'isolement et au manque de relations sociales, d'interaction avec les autres. Hein, voilà. Et en EHPAD, c'est aussi notre rôle. C'est de faire retrouver à la personne la sensation que le moment social, le moment familial, le moment convivial est quelque chose d'appréciable. Très souvent, on voit des personnes âgées qui rentrent en EHPAD, qui ont eu cette habitude, comme tu le disais, de s'isoler, de rester chez elles. On les voit les premiers temps. Ça se réouvre un peu. Voilà, les premiers temps, ils souhaitent manger dans leur chambre, pas se mêler aux autres résidents. Et puis petit à petit, en proposant de prendre le goûter en commun, de venir sur les moments festifs, hein, quand on fait un repas à thème, quand on fait les repas des anniversaires, quand on fait les repas de fête ou les repas avec les familles, progressivement, on les voit effectivement se réouvrir. Et ils vont mieux à la fois moralement et à la fois physiquement quand on les voit se réintégrer ces moments, revivre ces moments de retrouvailles, de convivialité. On le voit notamment avec les choix des convives à sa table. Hein, de faire les plans de table en EHPAD, c'est pas toujours une tâche facile. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire, Monique, que l'alimentation est un soin? Totalement, c'est ma vision de l'alimentation. Alors, pour recadrer les choses, on peut parler de définition. On peut parler de l'alimentation. L'alimentation, c'est ce qu'on fait tous depuis qu'on est né, depuis qu'on tète le biberon ou le sein de sa maman. Ça, c'est de l'alimentation, c'est se nourrir pour grandir, pour être en bonne forme, en pleine santé. Et puis, il y a le volet, la définition de la nutrition, où c'est comme le traitement, la thérapeutique sur une pathologie. Parce qu'il ne faut pas considérer que la dénutrition, c'est juste le fait de ne pas avoir suffisamment d'énergie ou de protéines. La dénutrition, c'est une maladie avec des conséquences sur la santé, hein, sur la susceptibilité aux infections, hein, le système immunitaire qui est fragilisé, toute l'énergie, le fonctionnement cardio-pulmonaire, etc. Tout est dépendant de ce qu'on va
apporter à l'organisme. Voilà. Donc, quand on a vraiment intégré le fait que l'alimentation, c'est quelque chose de physiologique qui est commun à tous les êtres vivants pour grandir, pour vivre, et que la nutrition, c'est un soin, je considère que les personnes qui nous aident à nourrir nos résidents, les personnes âgées, tout le monde, font partie, dans le cadre de la renutrition, ou en tout cas de la santé globale, font partie de l'équipe qui va nous aider à apporter du soin à chaque individu. Donc nous sommes complémentaires, je pense. Et c'est vrai à tout âge, parce que on voit aujourd'hui des jeunes femmes enceintes arriver en cabinet médical qui sont fortement dénutries, parce que bien sûr le fœtus qu'elles portent pompe sur l'organisme, et comme elles ne mangent pas suffisamment de façon, on va dire, équilibrée, riche, ou parce qu'elle est végétarienne, eh bien, elle se dénutrit très fortement, et les médecins sont assez inquiets de ce nouveau phénomène. Tout à fait. Alors, il y en a beaucoup, bien sûr, mais celle que je vois et que j'entends assez fréquemment, c'est normal que cette personne mange pas beaucoup parce qu'elle est vieille. Donc effectivement, cette association de la vieillesse et de certaines idées reçues ou fausses idées, c'est difficile de combattre tout ça. C'est normal que une personne âgée, qu'elle ait mal parce que y a des rhumatismes, c'est son âge, elle mange pas beaucoup, ça c'est normal, elle est âgée, etc. Il faut vraiment garder en tête que la vieillesse n'est pas une pathologie. La vieillesse, c'est un état physiologique, certes avec diminution de certaines fonctions, mais c'est un état physiologique et ça n'est pas une pathologie. Donc ça veut dire qu'on peut bien vieillir si on fait attention un petit peu à ce qu'on mange, à la façon dont on bouge, et on peut aller loin dans la vie, peut-être avec plus de confort. Oui, exactement, c'est ce que les gériatres appellent le vieillissement robuste. Donc c'est une belle appellation. Oui. Et moi, j'ai l'habitude de dire que on emporte en permanence avec nous notre fourchette et nos baskets. Parce que avoir une alimentation de bonne qualité, suffisante, qu'est-ce que c'est que la dénutrition? C'est un déficit des apports par rapport aux besoins. Donc, comme tu le soulignais tout à l'heure, c'est vrai que les besoins changent au fil du temps, mais on étonne toujours les gens en disant que les besoins en protéines de la personne âgée sont parfois équivalents à ceux d'un athlète. Au moment des Jeux Olympiques, on a vraiment échangé là-dessus, sur le fait que les besoins en protéines de la personne âgée sont présents et sont bien là. Les besoins en calories, en énergie, sont là aussi, sont vraiment présents. C'est un organisme à faire fonctionner, à faire vivre. Donc on ne peut pas dire que la personne âgée doit moins manger parce qu'elle est âgée. De la même façon, on a évoqué au tout début la santé orale et l'état bucco-dentaire. On dit c'est normal, une personne âgée, une bouche âgée, ils n'ont plus beaucoup de dents, les dents sont déchaussées, ou alors il y a un dentier, mais non, ce n'est pas une obligation. Si on fait un bon entretien, si on prend soin de son état bucco-dentaire toute sa vie, on peut conserver une bonne fonction, une bonne santé orale. Donc ça aussi, c'est une fausse idée de se dire forcément, parce qu'on est âgé, on a un petit appétit, un mauvais état bucco-dentaire,
qu'on a mal à nos articulations, que nos muscles fondent et que voilà. Ça, ce sont un peu les fausses idées à combattre en permanence. Ça m'évoque la perfection dans l'alimentation de la personne âgée. C'est vraiment ce qu'il nous faut. Il faut vraiment que ce soit beau pour donner envie, solliciter, susciter l'envie de manger. C'est réveiller la gourmandise. Réveiller cette envie. Le manger bon, parce que si c'est bon, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au physique, et c'est très 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 important. Et le manger soin, c'est vraiment tout ton domaine d'art, de la confection des plats, de la présentation, de l'équilibre de ta cuisine. Auquel on peut rajouter là pour le coup l'enrichissement, parce que du coup, pour certaines personnes, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Parfait. Eh bien du coup, peut-être qu'on va passer en cuisine pour aller voir ça. Allons-y, avec plaisir. Alors, on a préparé ce matin un petit compressé pommes de terre et céleri rave. C'est une recette toute simple que j'ai déjà un petit peu enrichie avec un petit peu de comté par-dessus. Et puis donc là, on va rajouter donc notre protéine dans la sauce béchamel que j'ai réalisée. Alors, hop, on respecte bien les proportions. Une dosette. Une dosette. 11 grammes de protéines. Voilà, c'est ça. On vient mélanger amoureusement. Voilà. Et donc, je vais te laisser saucer l'assiette dans tout le rond là. Et je viendrai poser après le petit compressé. Tac. Toc. Allez, on va mettre quelques pétales de fleurs. Justement pour régaler aussi les yeux. Et voilà une petite entrée simple mais généreuse et enrichie, parce que du coup, là, les gens ont vraiment un apport en protéines et en calories qui est intéressant. Tout à fait. Je trouve qu'on a passé un joli moment. Qu'est-ce que tu en penses aussi ? Oh oui, mais j'ai été très honorée et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons discuté ensemble pour ce webinaire. Les échanges ont été, à mon sens, très riches, très pertinents et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions sur le chat.